Bonjour. Monsieur Monceau, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Permettez-moi, au nom de l'OIF et de l'Alliance Sahel, de vous souhaiter la bienvenue et de remercier tout particulièrement les panélistes qui ont bien voulu accepter de se pencher sur cet enjeu important que nous partagerons, le numérique et l'emploi des jeunes au Sahel. Alors, je vais vous rappeler, mais vous êtes très familiers depuis un an aux consignes des Zoom et Teams et divers ateliers numériques. Alors, vous voudrez bien, une fois qu'on aura lancé l'introduction, couper votre micro et désactiver votre caméra lorsque vous n'avez pas la parole. On va essayer de respecter la durée de l'atelier qui est d'1h30. Et donc, les prises de parole se feront après chaque session. Pour cela, vous connaissez les outils Zoom. Vous devez activer la main levée. Si vous souhaitez, vous pouvez également poser vos questions sur la partie QR, qui est la partie où l'on prendra les questions en priorité. Et pour ne pas dépasser le temps d'intervention, on vous propose également de continuer à nous poser vos questions par courriel au contact qui figure sur l'invitation. Le programme, il vous a été communiqué. Si vous ne l'avez pas sous les yeux, vous pouvez le retrouver dans le fil de discussion qui est dans le menu en bas de la fenêtre Zoom. Donc, là, si vous voulez bien afficher le programme. Merci. Alors, nous allons débuter par une introduction qui posera le cadre de l'emploi des jeunes dans le Sahel. Les possibilités offertes par le numérique, le développement économique avec pour objectif la dynamisation du secteur privé et la réduction du chômage. La première session, elle, portera sur la formation au métier du numérique, avec un focus sur un programme phare de l'OIF, le programme Déclic. La deuxième session portera, elle, sur les opportunités numériques en entreprise, avec un focus sur le projet Radio Sahel. Donc, encore une fois, puis nous aurons évidemment la conclusion qui nous permettra de tracer les perspectives. Encore une fois, vous pouvez retrouver tout le détail de ce programme où vous allez voir surtout tous les noms et les titres des intervenants des panélistes, donc sur le fil de discussion. Donc, je vais commencer par la prise de parole de M. Henri Monceau. M. Henri Monceau, pour cette introduction, M. Henri Monceau est directeur de la francophonie économique. Il est diplomate, économiste, et il est depuis janvier 2020 directeur de la francophonie économique et numérique au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Précédemment ambassadeur et représentant permanent de l'OIF auprès des Nations Unies à Genève et à Vienne, M. Monceau a occupé plusieurs postes à responsabilité dans le domaine du numérique et celui des politiques d'innovation et d'éducation, ceci tant sur le plan national en Belgique qu'à l'international. Monsieur Monceau, je vous passe la parole. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Tout d'abord, vous saluer tous en vos titres et qualités. Ceci est la première initiative que prend l'OIF dans le cadre de l'Alliance Sahel, que je voudrais remercier chaleureusement pour nous accueillir, pour nous avoir admis comme observateurs depuis le début de cette année. C'est une collaboration qui nous semble extrêmement appréciable, importante, tant en effet le travail que nous menons dans cette région du Sahel nous paraît décisive. Nous avons choisi de centrer cet atelier sur ce triangle emploi des jeunes qui est crucial, développement et plus particulièrement numérique, parce que en effet cette problématique de la jeunesse et de l'accès à l'emploi des jeunes dans la région sahélienne est au cœur du nexus entre paix, sécurité et développement. Et
il y a évidemment, alors Monsieur Lapeyre interviendra dans quelques minutes au nom de l'OIT, il pourra nous donner des précisions, mais la situation qui prévaut dans la région en matière de jeunesse et d'emploi est tout à fait spécifique, parce que si la problématique de l'emploi des jeunes à l'échelle internationale, à l'échelle globale, est préoccupante et sérieuse, et la crise actuelle ne va pas simplifier les choses, puisque les prévisions nous annoncent plus de 10 millions de jeunes d'ici l'année prochaine qui rejoindront la cohorte déjà impressionnante, je crois 264 millions, si ma mémoire est bonne, de jeunes qui aujourd'hui n'ont pas d'emploi, ne sont pas étudiants et ne se trouvent pas non plus en formation. Donc on a là quelque chose qui est en effet préoccupant à l'échelle globale, mais qui l'est tout particulièrement dans le cas du Sahel, puisque nous avons aujourd'hui 65% de la population qui a moins de 25 ans, et qui représente, alors selon les pays, en général moins de 10% et parfois beaucoup moins de 10% de la population active. C'est 7,64% au Burkina Faso, 16% au Mali, 0,6% au Niger, 3,3% au Tchad, 21% en Mauritanie. Donc nous avons là un sujet qui est particulièrement crucial et qu'il convient d'adresser. C'est la raison pour laquelle, à la demande de notre secrétaire général, l'Organisation internationale de la francophonie a développé une série d'initiatives. Nous en évoquerons deux successivement cet après-midi, suivant là où vous vous trouvez. D'une part, Radio Jeunesse Sahel, qui vise à connecter les jeunes, à leur permettre de disposer d'informations qui soient aussi incitatives par rapport à la prise de responsabilité. Il y a l'accès à des opportunités. Et puis, ce programme Déclic centré sur la formation au numérique de manière générale, et particulièrement au métier du numérique, des formations qualifiantes. Parce qu'en effet, aujourd'hui, cette question du numérique est à la fois une solution probablement importante et un problème. Alors, le problème, on l'envisage souvent à travers la destruction d'emplois. Dans le cas précis de la région concernée, on voit plutôt une opportunité de création et de développement d'emplois considérable, avec toutefois cette difficulté liée à la crise, mais qui précède celle-ci, de la fracture numérique. Nous avons cette réalité forte où le continent le plus connecté aujourd'hui, c'est l'Europe, avec 82% de la population qui est connectée à Internet, et puis le continent le moins connecté, c'est l'Afrique, avec 28% en moyenne, et en Afrique subsaharienne, nettement moins de 28%. Donc, il y a une situation déjà simplement d'accès à la connectivité qui est importante. Et au-delà de cet enjeu, il y a probablement une contrainte supplémentaire qui va naître de la crise du fait de plans de relance qui incluent le développement du numérique dans les pays du Nord, mais qui sont largement absents ou sous-financés, en tout cas dans les pays du Sud. Donc, au moment où tout le monde convient que sans le numérique, vous ne pouvez pas accéder à l'éducation, à la formation, à des emplois, eh bien, nous sommes face à je dirais un impensé, puisque si aujourd'hui beaucoup de voix s'élèvent pour considérer qu'à la fois sur le plan sanitaire et sur le plan économique, il faut une aide d'urgence considérable par rapport au Sud, peu situe actuellement cette urgence et cette priorité sur le terrain du numérique. C'est ce que nous voulons faire dans le cas de la francophonie, et nous en sommes sûrs
avec l'appui important du secteur privé et avec une conviction très très forte de la part des acteurs réunis ici dans le cadre de l'Alliance Sahel sur la nécessité de cet enjeu. Voilà, je ne serai pas plus long, je voulais souhaiter à toutes et à tous une fructueuse session, de bons échanges et nous restons évidemment impliqués, engagés dans cette initiative formidable que constitue l'Alliance Sahel. Vous pouvez compter sur nous et nous souhaitons vraiment apporter notre pierre à l'édifice. Très bonne session. Merci beaucoup, Monsieur Monceau, pour votre intervention. Monsieur Frédéric Lapeyre, vous êtes directeur du bureau du pays de l'OITG. Un petit contretemps de dérouler, Monsieur Lapeyre. Est-ce que vous accepteriez que Madame Macarena Ruiz puisse passer avant vous, car elle a elle-même un contretemps, c'est dû à ça, que l'on souhaiterait alterner cette prise de parole et laisser la parole à Madame Ruiz, comme il n'y a pas d'ordre d'importance. Avec grand plaisir, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup et désolé, Monsieur Lapeyre. Madame Ruiz, est-ce que vous pouvez afficher votre vidéo, s'il vous plaît? Oui, bonjour à tous. Voilà, je vais vous présenter. Okay. Donc, Madame Ruiz est chargée de la coopération et du développement à la Direction générale des partenariats de la Commission européenne. Vous travaillez sur les questions d'intégration économique et de commerce en Afrique subsaharienne et vous coordonnez le groupe de travail secteur privé de l'Alliance Sahel. Alors, je vous laisse la parole et encore une fois, toutes nos excuses, Monsieur Lapeyre. À tout à l'heure. Oui, bonjour. Merci beaucoup et merci beaucoup, Monsieur Frédéric, pour me laisser passer un peu avant. Je voulais très rapidement, j'ai parlé en tant que représentant de groupe secteur privé de l'Alliance Sahel. Donc, tout d'abord, remercie l'agence de l'Organisation de la francophonie pour avoir rentré dans ces groupes secteur privé. Donc, c'est un des derniers partenaires qui a rentré dans ces groupes qui continuent à grandir. C'est une thématique, le développement du secteur privé dans les régions de Sahel, qui intéresse à tous les partenaires, où il y a beaucoup de potentiel pour appuyer la stabilité de la région. Aujourd'hui, on est déjà dans notre 4e atelier. Comme vous le savez, ce type d'atelier s'organise par les différents membres de groupe. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir cet atelier préparé par l'Organisation de la francophonie. Donc, on vous remercie, Monsieur Monceau, aussi et à vos collègues d'organiser tout cet atelier avec des panélistes très intéressants. Les numériques, ça a été depuis le début de la création de ces groupes un thématique qui a ressorti à chaque fois qu'on s'est rencontrés ensemble dans les groupes. Donc, on a eu des ateliers sur l'accès au financement, sur l'entrepreneuriat, sur les cotons. Et il y a toujours un fil conducteur que c'est effectivement la digitalisation, les numériques et les potentiels que ça peut apporter à le développement du secteur privé dans cette région. Donc, on voudrait vous remercier pour l'organisation de cet atelier. L'objectif de ce type d'atelier, c'est vraiment de partager des expériences, des bonnes pratiques, de construire aussi pour voir comment ensemble, tous les partenaires, on peut travailler plus ensemble sur des thématiques si importantes dans cette région et contribuer ensemble avec nos partenaires pour le développement du secteur privé dans les Sahel. Donc, je vous remercie en nom du groupe secteur privé de l'Alliance et je laisse la parole à M. Frédéric Lapeyre pour continuer avec cette introduction. Merci à tous. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre atelier, Madame Ruiz. Bonne continuation, bonne journée. Monsieur Lapeyre, c'est à vous et je souhaiterais vous présenter. Vous êtes donc docteur en études du développement de l'Université catholique de Louvain en Belgique et directeur du bureau pays pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Togo au sein du Bureau international du travail. De 2008 à 2020, vous avez été successivement spécialiste principal des questions d'emploi et d'économie informelle, chef de l'unité de l'économie informelle au département des politiques de l'emploi, coordonnateur principal pour la transition vers l'économie formelle au BIT.
chercheur maître de conférence. Frédéric Lapeyre, vous avez été également professeur, vous avez été également professeur à l'Université catholique de Louvain et auteur de plusieurs publications, notamment aux éditions Academia L'Harmattan. Je vous passe la parole. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être parmi vous, au moins virtuellement aujourd'hui, pour cet atelier important sur la question du numérique et de l'emploi des jeunes dans le Sahel. La question du numérique est une question qui est essentielle au sein de l'Organisation internationale du travail, puisque le numérique est en train de transformer fondamentalement le monde du travail. Et notamment lorsque l'année 2019, lorsqu'on a célébré le centenaire de l'Organisation internationale du travail, on avait mis en place au niveau de l'organisation une commission mondiale d'experts pour réfléchir sur le futur du travail. Et la question du numérique avait été au centre finalement des réflexions sur les implications que peuvent avoir le numérique sur l'emploi, sur le monde du travail et sur à la fois les conditions de travail, mais aussi sa capacité à répondre aux défis de la création d'emplois et notamment de travail décent. Alors, dans ce cadre-là, cette question du numérique prend un aspect totalement particulier dans le cadre de l'Afrique et notamment du G5 Sahel. On est face à des pays avec une population très jeune, avec une croissance très forte et rapide de la population, tous ces nouveaux entrants sur le marché du travail qui ont des aspirations, puisque s'il y a bien un point commun à la jeunesse, que ce soit en Afrique ou sur les autres continents, c'est des aspirations fortes, des aspirations à pouvoir exprimer leur créativité, de pouvoir exprimer leur volonté de participer à la création de richesses de leur pays, d'innover, mais aussi de pouvoir faire vivre décemment leur famille et de pouvoir s'exprimer au sein de leur société. Et on sait très bien que ces aspirations, si elles ne rencontrent pas des opportunités, elles se transforment très vite en frustration. Et ces frustrations, c'est autant de sensibilité au discours de haine, aux discours radicaux. C'est aussi comme voie de sortie la migration ou autre type de frustration. D'où l'importance finalement de répondre à travers des opportunités à ce défi de l'emploi des jeunes. Et c'est vraiment dans ce cadre-là qu'au niveau de l'organisation, on réfléchit à la question du potentiel du numérique et des outils numériques pour justement mieux répondre à ce défi de l'emploi des jeunes. Et ce qui est très important de voir, c'est de le voir sur les deux aspects. Il y a un aspect offre, c'est-à-dire le secteur du numérique et le développement du secteur du numérique en Afrique et dans les pays du G5 Sahel, ce sont des opportunités de développement du secteur à forte productivité. Et donc là, on est vraiment au cœur d'un nouveau modèle de croissance qui nécessite un système national d'innovation qui fournisse un environnement favorable au développement du secteur du numérique. Ça demande de réorganiser l'université, de réorganiser l'éducation professionnelle et technique, puisque ce n'est pas seulement des ingénieurs qu'il faut dans le numérique, c'est aussi toute une série de métiers intermédiaires dans la maintenance, dans l'encodage, dans toute une série de choses. Et donc là, il y a toute une réflexion à faire au niveau de l'offre du secteur numérique et la capacité de l'émergence d'un tel secteur à créer de l'emploi et à créer de l'emploi décent. Il faut le voir aussi sur la question de la demande, il faut absolument réfléchir sur comment on augmente la productivité, comment on améliore l'écosystème et on crée un écosystème favorable à la croissance de la productivité en Afrique et notamment dans les pays du G5 Sahel, et notamment en milieu rural, comment on améliore la productivité des chaînes de valeur en milieu rural, comment on augmente la productivité de l'agriculture de subsistance, comment les nouvelles technologies proposent finalement des outils qui sont susceptibles justement d'améliorer la productivité, de réduire les risques climatiques, les risques d'évolution du prix du marché. Et pour ça, ça demande d'autres types de compétences. C'est-à-dire que la numérisation de l'économie à tous les niveaux,
même au niveau de l'agriculture de subsistance maintenant, et on le voit comment on utilise certaines applications Android dans le secteur, en économie rurale pour avoir accès au marché ou avoir accès à l'information, demande des compétences numériques. Et donc, quand on parle de cette capacité du numérique à créer de l'emploi et à changer le modèle de croissance, il faut penser aussi à non seulement ces ingénieurs, l'idée de Silicon Valley, l'idée de cluster numérique, l'idée d'un secteur moteur ultra dynamique, mais aussi comment on peut favoriser et soutenir un processus de formation qualifiante sur l'usage du numérique et d'alphabétisation numérique pour beaucoup de personnes. Et ça, c'est vraiment deux choses qui sont très importantes à tenir en compte. Et dans ce cadre-là, on voit bien que dans la mise en place d'un tel système national favorable au développement du numérique en faveur de la création d'emplois et d'une croissance inclusive, le secteur privé a un rôle fondamental à jouer dans la capacité à la fois à identifier les besoins en termes d'outils numériques, d'identifier les types de compétences qui sont nécessaires aux différents niveaux du développement du numérique afin de pouvoir dépasser certains goulots d'étranglement en termes de capacité, de formation. Et c'est grâce à ça que l'on va voir se transformer le monde du travail. Et donc, dans ce cadre-là, on voit bien que ce qu'il faut travailler, c'est sur les opportunités. Et ces opportunités-là, elles sont importantes en termes de propositions de formation professionnelle, elles sont importantes aussi en termes d'apprentissage tout au long de la vie. C'est-à-dire que cette numérisation de l'économie, elle est importante pour les jeunes qui sortent de l'éducation technique et professionnelle ou de l'université. Elle est importante aussi pour tous ces jeunes qui sont déjà sur le marché du travail et qui n'ont pas eu la chance d'être au contact finalement de ces outils numériques et d'être formés à l'usage de ces outils numériques. Et ça, c'est une autre dimension importante sur l'emploi des jeunes et l'amélioration de l'emploi des jeunes, c'est comment on peut offrir à ces jeunes qui sont déjà dans une situation d'emploi, le plus souvent en emploi informel, puisque 9 jeunes sur 10 sont dans des situations d'emploi informel dans les pays du G5 Sahel, comment on peut fournir un cadre innovant et un dispositif qui leur permette justement aussi de renforcer leurs compétences numériques et d'utiliser après ces compétences pour numériser leurs activités et pour pouvoir développer à la fois leur productivité, mais aussi leur accès au marché à travers l'usage de plateformes et autres outils. Et donc là, c'est vraiment aussi une deuxième chose qui était très important. Et c'est pour ça que, et je finirai là-dessus, il est essentiel de lutter contre la fracture numérique. On voit bien qu'il y a une fracture numérique entre le rural et l'urbain qui est liée au problème d'infrastructure et d'accès à des connexions, accès aux outils numériques en milieu rural. Et donc là, il y a un énorme effort à faire pour pouvoir aussi permettre aux jeunes en milieu rural de pouvoir utiliser pleinement le potentiel des outils numériques pour pouvoir développer et améliorer leurs activités, mais aussi pouvoir proposer une gamme plus large de services aux micro-entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs, aux femmes entrepreneurs, qui puissent justement soutenir des dynamiques de développement local, notamment en milieu rural. Et je finirai sur le fait que c'est par rapport à cet objectif-là de promotion de l'emploi des jeunes, pour pérenniser la paix et la résilience à travers l'emploi et le travail décent, que nous avons mis en place à la fois un projet pour le G5 Sahel qui vise justement à favoriser la création d'emplois des jeunes et de voir comment les outils numériques peuvent contribuer, notamment dans l'emploi vert, dans l'entrepreneuriat des jeunes, à pouvoir concrétiser cet objectif d'emploi des jeunes. Mais aussi, on a mis au niveau de l'Organisation internationale du travail, on a signé vraiment un programme conjoint avec l'Union africaine et avec l'UIT qui vise justement à promouvoir l'emploi décent et le renforcement des compétences des jeunes dans l'économie numérique africaine, afin justement de faire en sorte que la jeunesse africaine puisse pleinement bénéficier de cette révolution numérique. Merci beaucoup.
Merci, Monsieur Lapeyre. Merci beaucoup à vous trois. C'était très nécessaire de contextualiser les besoins, les priorités, les objectifs pour avancer ce virage du numérique. Nous allons passer maintenant à la première session. Avant cela, je voudrais juste rappeler encore à nouveau de couper les micros et les caméras si vous n'intervenez pas. Je vais passer la parole à Stéphane Moubaka, qui est spécialiste de programme au sein de la direction de la francophonie économique et numérique et qui va débuter la session 1 dédiée à la formation au métier du numérique pour soutenir le secteur privé, encourager l'entrepreneuriat et favoriser l'insertion professionnelle des jeunes dans le Sahel. À vous. Merci. Merci Nathalie. Merci. Oui, c'est bon là. Merci Nathalie, merci. Je disais que la réorganisation de la session introductive a finalement beaucoup de sens puisque je suis bien heureux de passer après M. Lapeyre qui a bien posé le cadre et rappelé les enjeux, notamment en matière de formation du numérique, surtout lorsqu'il dit que ce n'est pas uniquement lié à des métiers pointus comme des métiers ou des formations d'ingénieurs et qu'il y a aussi la nécessité de développer des formations certifiantes, qualifiantes pour justement tenir compte de tout l'écosystème numérique. Et donc, je n'ai plus besoin, dans le cadre de cette présentation du projet Déclic de l'OIF que je vais faire, de rappeler le contexte, puisque c'est évidemment pour contribuer à la réponse que tente de formuler la communauté internationale. Et M. Lapeyre a rappelé les initiatives que développait l'OIT dans le Sahel. C'est dans ce cadre-là aussi que donc l'OIF a développé ces initiatives et dont je vais maintenant présenter la première. Je vais juste partager mon écran pour une brève présentation. Donc, le projet Déclic, formez-vous au numérique avec l'OIF, donc vise à contribuer au renforcement des capacités numériques des populations francophones à travers 3 actions principales, donc la formation au métier du numérique, la littératie numérique, c'est-à-dire initier et familiariser les nouvelles générations à l'univers du numérique, et également une 3e action qui vise à accompagner et soutenir les États et gouvernements dans l'intégration des enjeux numériques, puisqu'on l'a également compris des interventions introductives que tout ce qu'on peut faire au niveau de l'offre de formation et aussi de la stimulation de la demande par rapport au développement du secteur privé des entreprises dépend aussi d'un cadre favorable qu'il faut mettre en place. Et donc là, cette 3e action vise justement à renforcer les capacités des États sur ce plan-là. Mais pour cette session, pour cet atelier, on va se limiter à la première action, c'est-à-dire donc à la formation. On ne voit pas mon écran. Attendez, on me signale qu'on ne voit pas mon écran. Je vais juste m'assurer que l'écran est bien partagé. Alors, voilà. Si, normalement, là, on doit voir mon écran. Très bien. Voilà, donc mon écran est désormais visible. Donc ma présentation, je disais que pour cet atelier, on va se limiter à ce premier volet du programme Déclic de l'OIF, c'est-à-dire la formation au métier du numérique. Donc on s'est appuyé pour ce projet sur une cartographie et une étude qui a été élaborée et menée ces derniers mois par un groupe d'experts et qui a identifié, avec la participation des entreprises de l'espace francophone, qui a identifié des cursus de formation en tension sur lesquels, des cursus que vous pouvez également voir à l'écran, sur lesquels il est plus qu'urgent et important de former des jeunes de l'espace francophone et pour lesquels des vraies opportunités, des vrais débouchés sont possibles. Donc, les principaux pays cibles du projet et donc dans lesquels nous allons nous concentrer, parce que c'est un projet qui sera développé ces 5 prochaines années, sont notamment ceux qui s'affichent à l'écran, même si dans un premier temps, notamment dans le cadre de la phase pilote qui sera lancée à la fin de ce mois, à la fin du mois de juin, on va essentiellement se concentrer
sur les pays du Sahel, donc qui sont tous ici à l'écran, d'où le sens de l'atelier d'aujourd'hui, pour tout de suite offrir des formations en nombre important dans une région où effectivement le manque, comme l'a rappelé M. Monceau dans son intervention, est très important. Donc, on vise lors de cette phase pilote environ 3000 apprenants, 3000 apprenants pour lesquels on espère avoir, ça dépend aussi des ressources disponibles en matière de jeunes qui candidatent. On espère en tout cas obtenir un minimum de 43% de femmes. Il s'agit pour les cibles de ces formations des jeunes sans emploi, diplômés ou sans diplôme, ou en formation, qui pourront donc bénéficier à travers des appels à candidature de ces différentes formations. Ensuite, pour ce projet également, l'OIF compte mettre en place un suivi de son impact, notamment par rapport à la question de l'insertion professionnelle des jeunes, c'est-à-dire la valeur ajoutée de ce projet, c'est essentiellement de ne pas se limiter à la simple formation comme plusieurs projets ont pu le faire, mais de contribuer réellement à l'insertion professionnelle des jeunes qui bénéficieront de ces formations. Donc, on compte pour cela sur des opérateurs qui sont engagés lorsqu'on les a sélectionnés à accompagner les jeunes à travers des stages et à travers des premières expériences ou dans l'entrepreneuriat ou dans l'insertion professionnelle en entreprise. Et l'OIF développera également une action complémentaire à celle des opérateurs en développant des partenariats, notamment avec les agences nationales de promotion d'emploi des jeunes avec lesquelles des contacts ont déjà été pris et qui pour certaines, nous ont déjà assuré de leur participation, notamment dans les pays du Sahel, à ce projet. La question des partenariats est évidemment importante. Donc, M. Lapeyre rappelait les initiatives de l'OIT. C'est le lieu ici, effectivement, de pouvoir juger des possibilités de collaboration et également autour d'autres partenaires. C'est le sens aussi de la présentation de ces projets, de voir dans quelle mesure, dans le cadre de ces ateliers, on peut développer des convergences, des collaborations, puisque l'impact finalement qui est recherché en matière d'insertion professionnelle, sa dimension dépend aussi des moyens qui seront disponibles, et si plusieurs partenaires sont évidemment engagés dans cette initiative, l'impact sera évidemment beaucoup plus grand. Donc, je vais m'arrêter là pour ma présentation. Pour la suite de ce panel, je vais maintenant passer la parole à la direction générale de l'Agence nationale de l'emploi de Mauritanie, qui sera donc représentée par monsieur El-Béchir Abdrazag, qui va notamment nous dire en quoi, en Mauritanie, on peut observer, par exemple, une demande des entreprises ou une demande dans l'écosystème entrepreneurial des métiers, des formations du numérique, et qui pourra aussi nous dire un mot sur les actions entreprises par l'Agence nationale de Mauritanie pour l'emploi et en quoi ce programme Déclic de l'OIF correspond également à des enjeux locaux en Mauritanie. Donc, Monsieur El-Béchir, je vous passe la parole. Merci beaucoup, monsieur. Merci de nous avoir invités à ce webinaire. Je voudrais tout d'abord vous saluer tous et toutes, chacun en sa qualité et en son statut. C'est bien, vous m'entendez? C'est bon? Le son est bon? Oui, on vous entend. OK, donc je voudrais premièrement vous transmettre les salutations de monsieur le directeur général de l'agence Teshqil, l'Agence nationale de l'emploi en Mauritanie, qui est malheureusement en voyage, mais qui m'a chargé de vous transmettre ces salutations et de vous exprimer son intérêt pour cette initiative. Sans tarder, parce que je crois que le temps qui est consacré aux présentations est en cours, je vais passer directement à la présentation. Premièrement, pour vous donner un peu l'idée de la situation de l'emploi en Mauritanie. En Mauritanie, la population tourne vers les 4 millions d'habitants. Et parmi cette population, comme l'a dit l'un des interlocuteurs, l'un des
des intervenants tout à l'heure, parmi cette population, plus de 50% sont des jeunes de moins de 20 ans. Donc, comme tous les pays du Sahel d'ailleurs, nous sommes une population qui est jeune. Ça représente plus de 50%. Pour vous donner un peu des chiffres sur l'emploi, on avait deux enquêtes. Une enquête qui a été faite en 2012 et qui a démontré un taux d'emploi de 10,1%. Et une enquête plus récente en 2017 qui a donné un chiffre de 11,8, presque 12% du chômage. Et on a une troisième enquête qui a été réalisée en 2019. La première partie de l'enquête a été réalisée en 2019 et la deuxième partie a été un peu impactée par la COVID-19. Et donc, on attend toujours les résultats. Mais je dirais que ces enquêtes ont été réalisées à partir de la méthodologie et des définitions de l'OIT. Et donc, même si ces chiffres sont plus ou moins, on dira plus ou moins dans la fourchette, mais si on passe en profondeur, on va voir qu'il y a des chiffres qui sont tellement inquiétants. À titre d'exemple, je vous donne les jeunes entre 14 et 35 ans, qui constituent 61% de la population active en Mauritanie. Parmi ces jeunes-là, il y a 44,2% de ces jeunes qui sont ni à l'école ni en emploi. C'est ce qu'on appelle communément des NINI. Le chômage chez les femmes, la tranche d'âge 20-35 ans, c'est 47,8%. Un jeune sur 5 jeunes de moins de 25 ans est en chômage. Donc, ce sont des chiffres inquiétants. Et si on passe à l'économie elle-même, c'est une économie qui est constituée à plus de 83% de l'économie informelle. Je crois que c'est le cas dans les autres pays du Sahel. Et 63% de la population qui est en emploi, 63% de cette population se trouve dans cette économie-là. Donc, voilà en grosso modo des chiffres qui peuvent nous situer sur la situation de l'emploi qui est très inquiétante dans notre pays et je crois que c'est le cas dans les autres pays du Sahel. Pour ce qui concerne les métiers numériques, on n'a jamais eu d'enquête spécifique aux métiers numériques. On a toujours eu des enquêtes sur les créneaux porteurs. Parmi ces enquêtes, ça a toujours ressorti que le numérique constitue un créneau porteur pour la création de l'emploi et le placement des jeunes. Mais cependant, étant donné que nous sommes des services publics de l'emploi en Mauritanie, on traite avec les entreprises, on reçoit leurs offres d'emploi, on traite ces offres et on peut déjà confirmer qu'il y a une forte demande sur certains métiers numériques. Je vais passer par des exemples, la conception du web, la conception web, la création de contenu, la gestion, la maintenance, la sécurité, et j'en passe. Donc, il y a une demande qui est là et une forte demande. Et c'est pourquoi, au niveau de l'ANAPEJ, on croit que ce programme est le bienvenu, cette initiative est la bienvenue, parce que ça répond vraiment à un besoin qu'on sent sur le marché et ça peut aider à la fois le service public de l'emploi d'avoir des données des données sur les demandes en matière numérique et sur la capacité du numérique à participer à l'employabilité des jeunes. Déjà, en discutant avec nos collègues qui sont là et surtout M. Stéphane, on a discuté l'autre jour et on s'est dit que peut-être cette année, pendant les campagnes de prospection que mène notre agence, on va réserver un module au numérique pour voir un peu ce que va ressortir des métiers demandés et des besoins des entreprises dans ce sens-là. Donc, une fois encore, je réitère notre adhésion, au nom du directeur général, notre adhésion à cette initiative qui nous paraît très importante et très pertinente, surtout dans cette période-là. On sait très bien que les métiers numériques étaient toujours là, mais ils ont connu un boom très important pendant cette période de la pandémie. Avant de terminer, je voudrais seulement
peut-être avancer deux recommandations. La première, je l'ai toujours dit à nos collègues qui nous ont contactés il y a quelques temps pour préparer ce webinaire, il faut impliquer les agences d'emploi dans la région, dans le Sahel, dans ce processus-là, parce que ce sont ces agences-là qui sont les plus près des jeunes, qui connaissent le mieux les besoins de ces jeunes, qui connaissent mieux les besoins du marché du travail et qui peuvent accompagner, porter ce projet et avoir des résultats. Ça, c'est la première recommandation. Et ces agences, il y a des agences qui sont regroupées, et moi, je connais déjà qu'au niveau de nos pays du Sahel, au niveau du Tchad, du Mali, du Burkina, de la Mauritanie et du Burkina, dans les 5 pays du Sahel, on a tous des agences d'emploi qui sont là, qui travaillent sur le terrain et qui peuvent servir, comme je l'ai dit tantôt, de porteurs de ce projet. La deuxième suggestion ou recommandation, c'est de ne pas seulement rester sur des formations pointues, mais d'aller encore vers des formations d'initiation. Parce que nous, dans ces agences-là, on a eu beaucoup de problèmes avec les restrictions, d'aller vers les jeunes, de les inscrire, de les conseiller, de les accompagner. On était contraint d'utiliser le numérique, de digitaliser certaines offres de services qu'on a, mais le problème, c'est que de l'autre côté, les jeunes n'étaient pas prêts et beaucoup de jeunes n'étaient pas encore formés sur comment utiliser et comment utiliser les nouvelles technologies. Donc, le fait d'avoir des formations initiales sur l'éthique, sur les nouvelles technologies, ce sera bien pour nos jeunes. Je m'arrête là pour ne pas être long et pour respecter le temps. Et je vous remercie beaucoup encore une fois et je vous souhaite un grand succès à ce webinaire. Merci beaucoup. Merci Al-Béchir, merci d'avoir insisté sur le fait que les entreprises en Mauritanie demandent certaines formations, donc des formations qui seront proposées et c'est des formations qui seront donc proposées dans le cadre du développement de Déclic en Mauritanie. Je vais maintenant passer la parole à Madame Leila Keïta. Elle est chargée des partenariats à Kabako Academy, opérateur de formation au métier de numérique dans l'entrepreneuriat numérique au Mali. Et Madame Keïta nous dira notamment comment Kabako met en œuvre des formations au Mali et comment, notamment en privilégiant l'entrepreneuriat, les jeunes qui bénéficient de ces formations-là sont insérés et arrivent donc à s'intégrer de façon stable dans le monde du travail. Madame Keïta. Merci beaucoup Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai une présentation, je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que Stéphane, tu peux me confirmer qu'on voit bien mon écran? On voit bien ton écran. Super, merci beaucoup. Donc, je remercie l'OIF et l'Alliance Sahel pour l'invitation à cet atelier dont le thème entre vraiment en parfaite résonance avec l'action de Kabako. Donc, nous sommes convaincus de la capacité des jeunesses sahéliennes à s'approprier ce qu'on appelle aujourd'hui la 4e révolution industrielle, celle qui intègre les technologies, le numérique et l'intelligence artificielle. Et notre mission à Kabako, c'est vraiment d'équiper ces jeunesses avec les compétences numériques, les savoir-faire et les savoir-être pour créer de la valeur, des emplois durables et relever les défis locaux. Donc à Kabako, nous partons d'un constat sans appel de la Banque africaine de développement qui estime que chaque année 10 à 12 millions de jeunes Africains et Africaines arrivent sur le marché de l'emploi local pour seulement 3 millions d'emplois créés, c'est-à-dire d'emplois formels créés, c'est-à-dire que près de 8 millions de jeunes ne trouvent pas de débouchés. Et donc, c'est pourquoi Kabako fait le pari de l'entrepreneuriat local dans le domaine de la tech et du numérique. Notre objectif est vraiment la réussite professionnelle des jeunes et en ciblant notamment les populations les plus défavorisées et donc notamment les personnes sans emploi et hors du cursus scolaire dont parlait Monsieur Monceau tout à l'heure. Et donc, c'est un pari jusqu'ici relevé. Donc, comment? Très succinctement, Kabako offre des formations de 6 à 18 mois qui allient les technologies de pointe et les savoirs endogènes. Donc, c'est une méthodologie qui est unique
localement pertinente et qui permet à nos apprenants l'acquisition de compétences numériques et transversales et leur mise en application dans des projets d'entrepreneuriat en réponse à des problèmes locaux. Et donc, pour vous donner un exemple concret, nous pouvons évoquer le cas de Séné-Yirewa. Donc, le projet Séné-Yirewa est un projet qui est porté par 3 apprenants de Kabakou dans le domaine de l'agriculture de précision. Et depuis janvier 2021, soit depuis 5 mois, ils ont généré des revenus 99 fois supérieurs au salaire mensuel minimum malien. Et il est important de préciser que le chef du projet, Boubou Diawara, qui a aujourd'hui 20 ans, était en décrochage scolaire au lycée. Sa famille le poussait à partir tenter sa chance en Europe et donc à risquer sa vie sur la dangereuse route à travers le Sahara. Et arrivé à 17 ans à Kabakou, c'était sa dernière chance et il y a trouvé une méthode de formation qui puisse mettre à profit sa passion pour l'électronique et donc devenir un entrepreneur à succès. Et donc, lancé après une formation de 7 mois à Kabakou, Séné-Yirewa conçoit aujourd'hui des stations intelligentes d'irrigation automatique des plantations et de collecte de données météorologiques au service des agriculteurs et des maraîchers locaux. Et la demande est croissante à Bamako et dans les alentours. Et donc, c'est cet exemple de réussite que Kabakou a l'ambition de multiplier au Sahel. Dans le cadre du projet Déclic, nous avons soumis un projet pour former une cohorte de 80 jeunes en 6 mois qui bénéficieront de l'accompagnement de notre réseau international de mentors experts et d'un accès illimité à notre campus équipé de matériel de pointe. Et donc, vraiment collaborative, basée sur des projets et personnalisée, l'expérience d'apprentissage Kabakou doit permettre à chacun et chacune de se lancer dans les métiers de la création du numérique et dans ce qu'on appelle la manufacture décentralisée et à petite échelle, c'est-à-dire l'innovation localisée, créatrice de valeur. Et donc, c'est grâce vraiment à notre modèle inclusif, abordable et réplicable que nous parvenons à impacter un nombre croissant de jeunes dans la région. En 2018, le Forum économique mondial nous avait notamment labellisé d'école du futur en soulignant déjà l'efficacité et la réplicabilité de notre solution à grande échelle. Et donc, c'est en collaboration avec les organisations publiques nationales et internationales que Kabakou a vraiment vocation à être un opérateur de formation de référence et à ouvrir ses centres d'excellence pour collaborer avec les écosystèmes locaux partout où l'employabilité des jeunes doit être renforcée. Donc voilà rapidement ce que je pouvais dire dans le temps qui m'était imparti sur l'impact de Kabakou pour les jeunes en Afrique. Et voilà, je serais ravie de répondre aux questions s'il y en a. Merci beaucoup. Merci Leïla. Maintenant, on va passer très rapidement, on ne va peut-être pas prendre beaucoup de questions, mais à la partie échange. Si monsieur Patrick Gilabert est là, disponible, je sais qu'il souhaite intervenir sur notamment les travaux du groupe digital des Nations Unies à Bruxelles. Monsieur Patrick Gilabert est représentant de l'ONUDI auprès de l'Union européenne, des ACP et de la Belgique. Si un autre collègue de l'ONUDI peut-être est disponible pour dire un mot à ce sujet. Monsieur Patrick Gilabert, je propose en attendant, on va essayer de redonner la parole à monsieur Patrick Gilabert juste après. Je propose en attendant une vidéo récapitulative d'1 minute sur le projet Déclic avant d'avancer, peut-être qu'il pourra susciter, vous encourager à poser des questions. Représentant environ 60% de la population de l'espace francophone, les jeunes rencontrent encore de nombreuses difficultés pour accéder à des emplois décents. Selon les pays, un jeune a entre 2 et 11 fois plus de chances qu'un adulte de se retrouver au chômage. La situation des jeunes femmes est encore plus préoccupante que cette moyenne. Le contexte de transformation numérique de nos sociétés, dont le processus a été accéléré par la Covid-19,
offre de nombreuses nouvelles opportunités qui méritent d'être pleinement exploitées pour relever ce défi. C'est pour contribuer à cet effort, multiplier les chances des jeunes francophones d'accéder à des emplois décents en entreprise et dans l'entrepreneuriat que l'Organisation internationale de la francophonie met en œuvre le programme Déclic. Formez-vous au numérique avec l'OIF, avec un focus sur l'Afrique, les Caraïbes ainsi que l'Asie-Pacifique et à travers 3 actions principales. Dispenser des cursus de formation certifiante et accompagner l'insertion professionnelle des bénéficiaires. Initier et familiariser les nouvelles générations à l'univers du numérique. Accompagner et soutenir les États et gouvernements dans l'intégration des enjeux numériques. Avec Déclic, l'OIF contribue au renforcement des capacités numériques des populations francophones pour une insertion professionnelle durable des jeunes. Déclic, formez-vous au numérique. Est-ce que M. Patrick Gilabert nous a rejoint? Sinon, je propose aux intervenants qui le souhaitent de poser 1 ou 2 questions avant de passer à la session suivante. L'échange implique bien évidemment aussi la session introductive. Vous pouvez poser des questions aux intervenants qui ont participé à la session introductive, notamment le directeur Henri Monceau et le directeur Lapère de l'OIT. Bonjour, je suis ici Flora Demact du bureau de l'ONUDI à Bruxelles. J'interviens au nom de Monsieur Gilabert. Très bien. Oui, bonjour. C'est simplement déjà un grand merci pour cet atelier vraiment passionnant qui touche à des sujets cruciaux pour que l'ONUDI, sur lesquels l'ONUDI travaille. Je voulais juste vous informer de l'existence du groupe de la Task Force des Nations Unies à Bruxelles sur le digital. Force digitalisation et pour le développement durable. C'est une task force co-facilitée par l'ONUDI, l'UNESCO et l'Union internationale des télécommunications, ITU, qui regroupe plus de 20 agences des Nations Unies présentes à Bruxelles, comme le PNUD, la PNUE, la FAO, la Banque mondiale et l'OIT, bien évidemment, dans le but de favoriser des échanges entre toutes ces agences, toutes ces entités des Nations Unies qui travaillent sur le numérique, d'approcher aussi les partenaires européens avec une seule voix, donc au nom des Nations Unies, pour présenter cette approche commune de la digitalisation et de former une structure en fait unie et bien représentative pour accompagner tous les partenaires européens dans le développement de leur stratégie numérique et dans l'élaboration de projets de développement. Donc, c'est tout simplement pour vous informer sur l'existence de ce groupe, des différents papiers, des différents One UN Papers que nous écrivons, que nous rédigeons à l'intention des partenaires européens pour montrer l'approche commune des Nations Unies sur la transformation digitale afin qu'elle soit inclusive, durable avec tous les pays partenaires. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez si vous avez des questions et notamment si vous souhaitez que nous partagions avec vous les différentes listes d'initiatives en cours des différentes agences des Nations Unies qui touchent au numérique. Peut-être que cela peut être utile, notamment dans le cadre de l'exercice de programmation de l'Union européenne. Voilà, merci beaucoup et ravi de participer à ces échanges. C'est nous qui vous remercions pour cette intervention et pour d'avoir signalé cette initiative basée à Bruxelles. C'est le lieu effectivement d'évoquer toutes ces initiatives, comme l'EIF a pu évoquer l'initiative Déclic et juste avant l'OIT a pu évoquer ces initiatives dans la région Sahel. Et c'est donc bienvenu. S'il n'y a pas d'autres interventions, d'autres questions, on va peut-être passer tout de suite à la deuxième session. Donc la deuxième session intitulée donc Opportunités numériques en entreprise, l'exemple du projet Radio Jeunesse Sahel. Et pour cette session, je passe la parole à mon collègue André Abel-Barry. André. Bonjour à toutes et à tous. Merci bien Stéphane. Chers partenaires, aujourd'hui il s'agit d'échanger avec vous au sujet de ce projet, qui est une initiative portée par l'OIF
en partenariat avec le G5 Sahel, avec le soutien des États concernés. Ce projet Radio Jeunesse Sahel bénéficie par ailleurs d'un cofinancement de l'Union européenne. Le projet vise à créer une radio transnationale dédiée aux jeunes de moins de 35 ans de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad. Pour mémoire, et cela a été rappelé, ce projet se déploie donc dans une région où 64,5% de la population a moins de 25 ans. Et si l'on prend la cible qui est celle de Radio Jeunesse Sahel, à savoir les moins de 35 ans, les données laissent apparaître que 80% de la population au Mali, au Burkina Faso, au Niger, mais aussi au Tchad, se trouve dans cette tranche-là. 74% de la population en Mauritanie a moins de 35 ans. Cette radio est une radio avec, par et pour les jeunes. Elle entend répondre à des défis qui ont été identifiés par la jeunesse et en faisant recours justement aux outils qu'offrait le numérique, une large consultation en ligne à travers des ateliers virtuels, à travers également des questionnaires qui ont été partagés dans les 5 pays, a permis de recueillir la voix d'un peu plus de 1000 jeunes et ainsi identifier les besoins des jeunes qui touchent notamment à un besoin d'informations portant notamment sur l'emploi. Merci de revenir à la planche d'avant. Merci Trésor. L'action donc de l'emploi, l'action en faveur de l'emploi des jeunes, mais également le numérique sont au cœur de ce projet qui donc a fait l'objet d'un partenariat avec le G5 Sahel. Merci. Planche suivante. Ces objectifs concertés avec la jeunesse, je le disais tantôt, se sont faits à travers des consultations menées entre juin et juillet 2020, qui ont permis de recueillir la voix d'un peu plus de 1000 jeunes, à travers également un atelier, cette fois sur place, à Nouakchott, qui a permis de définir l'objectif de la radio, qui est celui d'œuvrer à travers sa programmation au vivre ensemble à une vision constructive de l'avenir. Ceci dit, de manière très pratique, cette radio vise surtout à l'emploi des jeunes dans le Sahel. Planche suivante. Ainsi, la première cible prioritaire, c'est la jeunesse. Et à cet égard, ce projet qui est déjà en œuvre vise ainsi à pouvoir associer un peu plus de 500 jeunes, membres d'associations de jeunesse, des conseils nationaux de la jeunesse, issus de la société civile, dans la gouvernance même du projet, puisque nous avons souhaité ainsi un projet avec, par et pour les jeunes. Par ailleurs, ces jeunes se retrouvent également dans un comité consultatif de la radio. 17 jeunes issus de ces 5 pays, dont 9 jeunes filles, participent ainsi aux instances de gouvernance de la radio et aident à la construire au quotidien. Par ailleurs, 100 jeunes journalistes et techniciens de radio partenaires, radio rurale, parce que nous avons évoqué le point concernant la ruralité, radio rurale et radio publique, bénéficieront ainsi de formations aux moyens numériques déployés dans le cadre de cette radio. Ce sont également 100 collaborateurs ponctuels, donc des pigistes, qui sont appelés à être recrutés par la radio. 25 autres jeunes techniciens et journalistes sont également en cours de recrutement. Cela a été externalisé de manière à pouvoir occuper les emplois à temps plein qu'offre Radio Jeunesse Sahel dans ces 5 implantations. Toujours le numérique et cette jeunesse prioritaire, ce sont 25 influenceurs qui sont recherchés par la radio, des artistes, des sportifs, des acteurs de la société civile, de manière à pouvoir faire en sorte que Radio Jeunesse Sahel soit le vrai reflet de la réalité portée par ces jeunes-là. Et enfin, comme priorité, comme cible prioritaire, nous avons les petites et moyennes entreprises montées par de jeunes entrepreneurs ou employant des jeunes qui bénéficient de missions et de marchés dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Et vous aurez à cet égard des échanges avec M. Jérôme Yumani Lakwande et Mme Ramatan Ndiaye, qui aident à travers leur structure et leurs entreprises à la mise en œuvre du projet. Planche suivante, s'il vous plaît. Suivante.
Merci. Ce sont donc ainsi à terme près de 60,86 millions d'auditeurs qui sont visés au terme du lancement de cette radio qui interviendra d'ici à la fin de cette année, au courant novembre. S'il vous plaît, suivante. La jeunesse est donc au cœur de la gouvernance du projet. Monsieur Mahamadou Samaké, qui est le chef du département gouvernance du secrétariat exécutif du G5 Sahel, y reviendra, puisque dans le cadre de la mise en œuvre même de ce projet, les stratégies jeunesse déjà existantes de l'OIF et celles élaborées de manière très avancée par le G5 Sahel sont au cœur de l'objectif du projet. Nous avons également dans cette gouvernance-là 5 points focaux nationaux, puisque les États soutiennent le projet. Monsieur Mohamed Doumbia, le point focal du projet au Mali, vous fera part de l'expérience qui est déjà la sienne depuis maintenant un peu plus d'un an que le projet existe, pour s'assurer au niveau de chacun des États que les jeunes soient bien au cœur du dispositif permettant l'émergence de cette radio. Planche suivante, s'il vous plaît. Ce projet également, quand on parle de la jeunesse et de son emploi, c'est aussi le principe de la redevabilité. L'OIF, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, entend faire en sorte que les jeunes qui sont au cœur du dispositif soient également en mesure de pouvoir collectivement mesurer l'état d'avancement du projet et sa mise en œuvre en termes de gouvernance. Et à cet égard, donc, nous avons un système de redevabilité que nous avons mis en place qui permet de suivre chacun des engagements financiers pris par les acteurs impliqués. Planche suivante. Ce projet, je le disais tantôt, est aujourd'hui très avancé dans la mesure où Radio Jeunesse est juridiquement créée au Burkina Faso, mais également au Tchad. Nous attendons de pouvoir très prochainement signer en Mauritanie, au Niger et au Mali, tous pays avec lesquels les cadres conventionnels ont déjà été négociés et stabilisés, ce qui permet la reconnaissance juridique de cette radio dans chacun des pays, de manière à lui conférer une totale indépendance à l'égard des organisations que nous sommes qui la soutiennent, mais également une indépendance qui doit se traduire dans sa ligne éditoriale et dans ses programmes. Planche suivante, s'il vous plaît. La diffusion de Radio Jeunesse Sahel fait éminemment appel au numérique. Tous les appels d'offres qui sont lancés là aussi par l'OIF, mettent bien en lumière la priorité qui est donnée à la concurrence de qualité aux offres portées par de jeunes entrepreneurs ou les offres qui mettent bien en lumière un emploi particulier des jeunes de moins de 35 ans dans la mise en œuvre du marché. La Radio Jeunesse Sahel, et c'était l'une des questions que je voyais dans le fil de discussion, Radio Jeunesse Sahel a une diffusion omnicanale qui fait tant appel à une diffusion à FM dans chacun des 5 pays à travers le hertzien et les moyens numériques aujourd'hui dédiés à cela, que globalement les plateformes offertes par Internet, les réseaux sociaux, mais également des applications Android et sur iPhone qui permettront dès le mois de novembre de pouvoir écouter en direct la radio, mais également, puisqu'aujourd'hui c'est de la radio filmée, de pouvoir directement avoir accès au contenu filmé de la radio. Enfin, cette radio sera accessible au-delà du Sahel, à travers, certes, Internet et les réseaux sociaux, mais également à travers les bouquets satellitaires qui couvrent l'Afrique de l'Ouest globalement et l'Afrique centrale. C'est une radio qui se veut une radio de proximité. Voilà pourquoi 6 langues régionales sont retenues pour sa diffusion, que ce soit le français, l'arabe, le bambara, le peul ou le mouré et le haoussien. Planche suivante, s'il vous plaît. Planche suivante. Si. Le dispositif de lancement de Radio Jeunesse fait éminemment appel à la mobilisation de la jeunesse. C'est dans ce cadre que nous lancerons avec le comité consultatif d'ici à la fin de ce mois des caravanes nationales de sensibilisation qui iront au-delà des capitales pour présenter la radio, sa grille de programme déjà élaborée avec les jeunes, sa ligne éditoriale, son identité sonore qui est en cours de développement par AZ Media et Madame Ramatan Diaye y reviendra, ses produits numériques développés par Yulcom Technologies, Monsieur Lankwandé vous en entretiendra,
Et d'ores et déjà, je vous invite à visiter le site internet de la radio, qui est déjà opérationnel, en tapant www.radiojeunessesahel.com, et également à suivre les préparatifs conduisant à la mise en onde de la radio sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, mais aussi YouTube. Je vous remercie et j'invite donc M. Mahamadou Samaké, qui est chef du département gouvernance du secrétariat exécutif du G5 Sahel, à nous entretenir justement de la priorité donnée dans le cadre de ce partenariat à la place des jeunes et à l'emploi du numérique. Monsieur Samaké, si vous voulez bien intervenir. Votre micro, Monsieur Samaké. Votre micro, Monsieur Samaké. Bonjour, Monsieur Barry. Bonjour, Monsieur Samaké. Bonjour à tout le monde. Si j'ai bien compris, Monsieur Barry, il s'agit de délivrer déjà ma communication qui était prévue, c'est ça? Tout à fait. Par rapport donc à notre session sur les opportunités numériques exact. En entreprise. Très bien. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Nous sommes dans une contrainte de temps. On nous donne 3 minutes. Voilà pourquoi la communication dont j'ai envoyé copie aux organisateurs, je vais essayer de la présenter dans le temps imparti en 3 points. Premier point, un bref rappel des potentialités du numérique en termes d'emploi. Deuxième point, l'impact de la radio jeunesse Sahel en termes d'emploi. Je ne vais pas insister sur les 25 emplois dont on parle et les positions de pigistes notamment, puisque d'autres vont certainement en parler. Et enfin, troisième point qui me paraît le plus important, c'est de se projeter dans l'avenir et de voir quel effet multiplicateur au niveau des emplois pourrait nous réserver la montée en puissance de Radio Jeunesse Sahel. Premier point donc, quelles sont les potentialités du numérique en matière de création d'emplois? La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement nous dit que 4,5 à 15% du PIB mondial est représenté par ce créneau du numérique. C'est donc un créneau sur lequel on peut compter pour développer des emplois, en particulier pour les jeunes. Et c'est pour cela que la stratégie intégrée des jeunes du G5, qui est sur le point d'être finalisée, accorde une place importante au niveau des programmes qui sont prévus au TIC. Deuxième point, création d'emplois directe ou indirecte par Radio Jeunesse Sahel. Au-delà des emplois permanents, ceux pour lesquels nous sommes en train de procéder au recrutement, 25 postes, au-delà des collaborateurs ponctuels, les pigistes, les sous-traitants, les stagiaires, nous pensons que la Radio Jeunesse Sahel pourra susciter des vocations et des partenariats qui vont mettre donc en exergue les potentialités des jeunes du G5 Sahel dans ce domaine du numérique. Nous pensons à des effets induits de ce média-là, à des propositions spontanées de réalisation d'émissions spéciales et d'autres reportages, à la création de clubs d'auditeurs, à la réalisation d'émissions spéciales et autres reportages, et à d'autres activités qui pourront valoriser nos jeunes et créer des sources de revenus, graduellement des possibilités de revenus pérennes. Mais le plus important, comme je le disais dans mon propos introductif, c'est de voir quelles sont les perspectives de développement et que peut nous réserver la montée en puissance de notre radio. Nous sommes bien d'accord, nous serons amenés à développer sous peu un plan d'affaires pour notre radio. Et à ce moment-là, dans la phase ascendante de son cycle de vie,
la phase de la croissance de la radio, la RJS sera amenée à couvrir davantage de localités et aura un auditoire de plus en plus important. Mais cette montée en puissance requiert des conditions, des prérequis. J'en citerai rapidement quelques-unes de ces conditions. 1. Améliorer la couverture géographique des réseaux haut débit dans des pays caractérisés par de grandes superficies, à travers l'optimisation du maillage national des réseaux backbone et le développement d'infrastructures de connectivité dans les zones frontalières non encore couvertes, y compris les zones fragilisées par des défis sécuritaires. Deuxièmement, développer de façon coordonnée la formation aux compétences numériques clés dans l'enseignement supérieur et professionnel, y compris à travers le développement d'un réseau d'écoles d'ingénieurs spécialisées à vocation régionale. Troisièmement, appuyer le développement de l'entrepreneuriat dans le domaine numérique et la mise en réseau des incubateurs favorisant le retour d'expérience, le partage des meilleures pratiques et la dynamique au sein des porteurs de projets dans la région du Sahel. En somme, accélérer la disponibilité de l'identité numérique dans notre région. Quatrièmement, le G5 s'inscrit résolument dans cette dynamique de transformation numérique qui a prévu la mise en œuvre de projets de couverture des zones d'ombre ou blanches frontalières du G5 en relais GSM, Internet et télévision et la pose de fibres optiques. Pour ceux qui sont intéressés par les détails, le programme d'investissement prioritaire du G5 a prévu dans chacun des pays du G5, dans les 5 pays, des projets précisément dans ce domaine des infrastructures pour nous mettre en bonne position quant au développement du numérique. Voilà, mesdames et messieurs, avec la contrainte de temps, la substance que je voulais vous livrer d'une communication plus complète que j'ai envoyée donc aux organisateurs hier après-midi. Merci. Un grand merci, M. Samaké. Il s'agit là d'un vrai partenariat au profit des jeunes du Sahel et qui, comme vous l'avez rappelé aussi, s'appuie éminemment sur le soutien accordé par les États à la mise en œuvre du projet qui met au cœur de son développement le numérique et la question de l'emploi des jeunes. Et à cet égard, nous avons l'avantage, dans le cadre du projet, de pouvoir nous appuyer sur des points focaux dans chacun des 5 pays, lesquels aident à la mise en œuvre du projet. J'appelle à cet égard M. Mohamed Doumbia, qui est haut fonctionnaire de la République du Mali, qui est également le point focal du projet Radio Jeunesse Sahel. Il a l'avantage, au-delà d'être haut fonctionnaire aujourd'hui, d'être au départ un entrepreneur dans le secteur justement des technologies de l'information et de la communication, et d'avoir été à cet égard lauréat à plusieurs reprises de différents prix, dont un décerné par Google. Monsieur Doumbia, si vous voulez bien intervenir sur le projet Radio Jeunesse Sahel, mis en œuvre notamment au Mali. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Barry. Bonjour à tous, bonjour à tous les panélistes et tous les participants. Je ne vais pas être très long. D'ailleurs, j'aurais pu céder quelques minutes à M. Samaké qui en avait besoin, moyennant quelques bitcoins peut-être, comme on parle de numérique. Mais bon, vu qu'il a déjà terminé, on peut avancer. Donc, c'est le lieu pour moi de rappeler que dès le début de ce projet, les plus hautes autorités du Mali étaient très engagées. À telle mesure que le président de la transition de l'époque, lui-même l'a réitéré à plusieurs reprises lors de différentes rencontres. Il tenait à ce que ce projet voie le jour courant cette année et il tenait à participer au lancement lui-même. Donc, c'est en fin 2020 que j'ai été désigné par son Excellence Monsieur le Président lui-même comme point focal pour que ce projet puisse être accompagné par la présidence de la République elle-même et que toutes les facilités nécessitées puissent être
apporter à ce niveau afin que le projet puisse être mis en œuvre le plus rapidement possible. C'est dans ce cadre qu'on a organisé une première mission, que j'ai reçu la première mission conjointe OIF G5 Sahel, ici en début d'année. Et c'est là qu'on a pu établir le cadre de lancement du projet et entamer les premières discussions avec les différents partenaires. Et la mission s'est très bien déroulée. Il était question déjà de trouver un local mis à disposition par la partie malienne et également d'entamer les discussions avec les partenaires de diffusion ici, notamment la SMTD, Société malienne de transmission et de diffusion, sur place ici. Donc, très heureusement, par rapport à la mise à disposition du local, nous avons été reçus par le directeur de l'AGETIC, qui est l'agence de gestion des technologies de l'information et de la communication au Mali ici, qui a bien voulu abriter le projet en son sein, au sein de ces locaux. Donc, ça montre à quel point il y a des points où se retrouve ce projet de Radio Jeunesse Sahel et le numérique ici au Mali. Parce que cette agence promet énormément le secteur du numérique. Elle organise très souvent des formations pour les jeunes, également des formations certifiées. Et elle est aussi partenaire d'un projet avec ONU Femmes qui s'appelle Buy from Women. C'est un projet qui permet aux femmes qui produisent dans les milieux ruraux de pouvoir écouler leurs biens, donc de pouvoir écouler ce qu'elles produisent. Donc, ça montre vraiment le lien entre ce que Radio Jeunesse Sahel entreprend de faire aujourd'hui et les besoins réels de l'écosystème entrepreneurial au Mali, et aussi la volonté des plus hautes autorités, leur volonté, leur vision et ce qu'elles entendent faire dans les prochains mois et dans les prochaines années. Donc, vraiment, c'est pour réitérer aussi l'engagement de la jeunesse malienne qui attend de pied ferme ce projet, parce qu'on a eu en parler quelques fois, on a eu plusieurs rencontres ici, notamment avec le Conseil national de la jeunesse, qui est très impliqué dans le projet et qui vont organiser très bientôt la caravane de promotion de la radio Jeunesse Sahel. Donc, pour vous dire que le Mali est très, très impliqué dans ce projet et que nous sommes très contents qu'une entreprise malienne ait pu décrocher le marché de la production de l'habillage sonore. Nous sommes très fiers parce que le Mali, c'est un pays de culture et nous sommes très imprégnés des cultures du Sahel de façon générale, et nous sommes rassurés, nous sommes très confiants que cette entreprise malienne, dirigée par une jeune malienne aujourd'hui et qui emploie des jeunes maliens, mais aussi des jeunes de la région, je suppose, fera un travail magnifique de cohésion sociale, parce qu'il s'agit de ça déjà, parce que la radio Jeunesse Sahel entend mettre ensemble les jeunesses de ces différents pays, et c'est l'esprit autour duquel nous sommes en train de communiquer ici, autour de la radio, et c'est le message qu'on entend véhiculer aussi dans toutes les démarches que nous entreprendrons dans les mois, dans les semaines, voire les mois à venir. Voilà, Monsieur Barry, je resterai ouvert aux questions. Et je vous remercie de m'avoir invité à ce panel, et je réitère encore l'engagement des plus hautes autorités à accompagner ce projet, notamment au niveau de la présidence de la République ici, au ministère des Affaires étrangères, au niveau de l'AGETIC et au niveau de la SMTD, avec qui nous collaborons depuis plusieurs mois. Donc, je réitère l'engagement de tout un chacun, et le mien également, à faire en sorte que ce projet puisse voir le jour très, très rapidement. Merci. Merci bien, Monsieur Doumbia. L'engagement qui est celui du Mali est un engagement qui est partagé par les 5 autres pays du Sahel qui sont bénéficiaires de ce projet, et c'est également tout le sens aussi du portage de projet que nous avons avec le G5 Sahel, comme organisation fêtière pour la région. Et à cet égard, nous parlons de numérique, nous parlons d'emploi des jeunes. Je souhaite passer la parole à Monsieur Yumani Jérôme Lankwandé, qui est économiste, entrepreneur, et qui est en qualité de président-directeur général de Yulcom Technology Incorporation, qui est une firme multinationale canadienne, intervient dans la mise en œuvre du projet Radio Jeunesse Sahel, notamment sur des composantes numériques. Et je puis dire, avant de céder la parole à M. Yumani, outre l'offre technique et financière
qui ont permis, au titre de son entreprise, d'emporter ce marché-là. Ce qui a convaincu l'équipe projet que je dirige, c'est surtout l'emploi de jeunes professionnels qu'ils réalisent dans l'espace francophone, que ce soit au Canada, à travers des diasporas, mais également dans la région du Sahel. Monsieur Lancondé, si vous voulez bien nous entretenir de l'engagement de Yulcom Technologies dans la mise en œuvre du projet. Je vous remercie. Bien, merci bien, M. Barry. Alors, donc, Youmani Jérôme Lancondé, je suis le président de Yulcom Technologies. Donc, nous sommes une firme d'ingénierie informatique et d'intégration de systèmes qui utilise l'intelligence artificielle. Nous sommes basés à Montréal et nous avons donc des représentations, dois-je dire, en Afrique. En Amérique du Nord, nous sommes ici à Montréal et à Washington, où nous avons nos bureaux. Et en Afrique, nous sommes dans 5 pays, notamment au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger, au Togo. Alors, mais nous couvrons les 4 continents à travers des projets que nous menons pour nos clients, l'Asie, l'Europe, l'Afrique et puis l'Amérique. Alors, notre compagnie a eu donc le plaisir, sinon l'honneur, de travailler sur le projet RJS et mon intervention va s'articuler juste sur notre expérience sur le projet RJS. Mais bien avant ça, je veux capitaliser sur tout ce que mes prédécesseurs ont partagé comme information sur l'écosystème du numérique dans le monde et aussi en Afrique notamment. Pour capitaliser, je ne vais pas revenir sur certains faits connus. Et je vais résumer en disant que la différence entre, je dirais, le nord et le sud en termes d'écosystème de numérique, c'est qu'au nord, il y a un manque de talent. Au sud, il y a un manque d'infrastructure. Et au nord, le manque de talent s'explique par le niveau de développement économique et principalement l'utilisation intensive du capital humain et le capital humain spécialisé dans les technologies de l'information. Et donc, étant donné qu'il y a une utilisation intensive donc, du capital humain, il manque de développeurs, il manque d'experts en numérique, en designers, en programmeurs. Alors, pour le cas du Sud, il manque les infrastructures, notamment un accès à une bonne connexion Internet, donc l'infrastructure haut débit. Et il manque aussi de gros data centers pour héberger certaines données. Et une particularité aussi du Sud, c'est le manque de capital financier pour pouvoir faire vivre les meilleures idées en termes de développement numérique, que ce soit pour les startups ou pour le gouvernement. Les gouvernements au Sud ont plein de projets de mise en place d'infrastructures, mais il manque les capitaux. Et c'est pareil pour les startups. Beaucoup de jeunes ont développé des idées d'entreprise, mais le manque de capitaux fait défaut. Alors, les leçons que nous avons tirées de notre présence en Afrique, notamment du projet RJS, qui est quand même l'un des projets les plus intéressants pour nous, c'est que le talent est également réparti à travers la planète. Ça veut dire qu'en Afrique, on va trouver aussi des développeurs aussi bons que des développeurs qu'on retrouve aux États-Unis, au Canada ou en France. Évidemment, pas en nombre, mais en termes de capacité, on retrouvera les mêmes. Donc, le talent est également réparti. Et ce projet nous a permis de savoir que les jeunes Africains, tout ce dont ils ont besoin, c'est des opportunités pour s'épanouir. Et cela passe par s'informer, se former et gagner sa vie à travers ses passions. Alors, le projet RJS est, je dirais, la bonne représentation de ce que veulent les jeunes. S'informer, se former et s'épanouir. Et nous avons aussi pu capitaliser sur ce projet pour créer des emplois parce que, bon, avec la demande de la francophonie, nous étions obligés de renforcer nos équipes et nous avons besoin de plus de développeurs, on a besoin de plus de designers, on a besoin de plus d'experts en gestion de contenu. Donc, c'était une belle opportunité pour pouvoir recruter, mais aussi faire un transfert de connaissances. Donc, le projet RJS a été une occasion pour nous de faire des transferts de connaissances parce que souvent, ce qui manque chez les jeunes développeurs en Afrique, c'est l'expérience. Ce n'est pas le talent qui les manque, mais ils ont besoin de projets concrets pour exprimer leur talent. Alors, donc, nous avons utilisé le projet RJS pour leur permettre d'exprimer leur talent, mais aussi de partager des connaissances parce qu'il y a des projets que nous avons déjà réalisés ici, au Canada ou aux États-Unis, qui n'ont pas encore été réalisés dans ces régions-là. Alors, donc, ce projet a pu mobiliser des développeurs de 7 pays
D'abord au Canada, ensuite en France, on en a qui ont contribué, notamment au montage du projet, et ensuite en Côte d'Ivoire où des développeurs ont participé, mais beaucoup au Burkina et au Mali. Et nous avons des bureaux dans ces pays-là, et enfin au Niger où on a des experts qui contribuent à la préparation des documents techniques. Alors donc, c'est dire que le projet RJS pour nous, évidemment, c'est une belle expérience, mais c'est aussi une belle opportunité pour les jeunes que nous avons recrutés. Et je pense que c'est aussi valable pour des gens qui auront des emplois directement avec la francophonie dans le cadre de la mise en place de ce projet. Il y aura des journalistes qui seront recrutés pour ce projet, évidemment, et puis des experts en maintenance, et puis tout ce qui tourne autour du numérique. Alors donc, en somme, nous pensons que le projet RJS doit être un exemple pour la francophonie, pour développer de nouvelles initiatives, pour permettre aux jeunes de s'informer toujours, de se former et de saisir des opportunités pour exprimer leurs talents et gagner leur vie avec le travail qu'ils feront. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur Lankwandé. Je dois souligner à votre suite que l'intérêt et l'originalité aussi de l'offre de Yulcom dans le cadre du projet Radio Jeunesse Sahel, c'est que vous n'êtes pas simplement un prestataire de services. Je crois que tous ceux qui vous ont suivi auront compris que vous êtes surtout un partenaire de ce projet Radio Jeunesse Sahel, dans la mesure où votre entreprise va d'ailleurs, courant septembre, procéder à un transfert de compétences au profit des jeunes professionnels de Radio Jeunesse Sahel qui seront recrutés sur des emplois pérennes à travers Radio Jeunesse Sahel comme entité distincte de l'OIF et du G5 Sahel. Je vous remercie et à cet égard et à votre suite, je souhaiterais laisser intervenir Madame Ramatan Ndiaye, qui est gérante et cofondatrice de l'entreprise AZ Media, basée à Bamako au Mali, et qui, comme Yulcom, intervient dans la mise en œuvre du projet depuis Bamako, notamment pour créer avec des outils numériques, en faisant usage également des plateformes qui existent aujourd'hui, l'identité sonore de la radio avec une équipe panafricaine qui associe éminemment de l'expertise venue des 5 pays du G5 Sahel. Madame Ndiaye, si vous voulez bien nous entretenir de l'engagement de votre entreprise dans la mise en œuvre du projet Radio Jeunesse Sahel. Je vous remercie. Merci, Monsieur Barry. Merci à tous. C'est un réel plaisir d'avoir assisté aux interventions des uns et des autres. J'ai vraiment beaucoup appris pour ma part et je ne vais pas faire de réchauffer, déjà qu'on est rattrapé par le temps. Mais vraiment, déjà, je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Ramatan Ndiaye. Je suis directrice de la structure AZ Media, qui est spécialisée en formation et en production audiovisuelle. Donc, nous sommes aussi, en plus de cela, nous faisons tout ce qui est communication stratégique et digitale pour les organisations et les institutions. Depuis 2017, nous avons eu le mérite de travailler avec plusieurs ONG, d'ailleurs, qui évoluent dans le G5 Sahel, notamment Search for Common Ground et Think Peace, qui sont des ONG qui aussi prônent ce vivre ensemble, cet état d'esprit de paix dans le Sahel. À travers les outils digitaux, nous avons pu, en gérant leur communication digitale, nous avons pu apporter notre pierre à l'édifice en essayant d'apaiser les tensions d'un côté ou d'un autre. Et depuis très peu, nous avons le grand plaisir et le privilège de travailler avec l'OIF sur la radio Jeunesse Sahel, qui est vraiment à titre personnel un challenge que nous avons pris avec plaisir. Parce que M. Barry le disait tantôt, il y a tout un état d'esprit derrière cette radio. C'est vraiment une approche de co-création. Et ça, nous l'utilisons vraiment tous les jours pour la conception de cette identité sonore de la radio. Il faut savoir que AZ Media, à travers ce projet-là, nous avons 5 emplois directs, dont des Maliens, mais pas que. Nous avons des Camerounais, nous avons des Congolais et d'autres ressortissants des pays du G5 Sahel. Et cela nous permet aussi d'apporter cet esprit vraiment de co-création dans notre approche. À côté de ça, nous avons une dizaine d'emplois indirects parce que dans la création de
de l'identité sonore, nous avons vraiment, M. Barry l'a mentionné tantôt, opté pour l'authenticité. Et cette authenticité-là, nous essayons de la faire ressortir à travers des sessions de vidéo, des sessions studio live. Et nous avons des artistes qui jouent des instruments live, qui font des voix, et cela nous permet, à travers cette radio, de créer de l'emploi pour la jeunesse et aussi de contribuer à faire ressortir la valeur ajoutée de chaque pays en termes de culture et en termes d'authenticité. Alors, cette radio, vraiment, M. Jérôme l'a dit tantôt, c'est un exemple pour d'autres projets qui pourront voir le jour dans le G5 Sahel. Nous avons M. Samaké qui nous énumérait tout ce que la radio pourra faire pour les jeunes. Mais moi, déjà, j'ai envie de souligner ce qu'elle fait déjà, parce que l'OIF aurait bien pu choisir une autre structure pour mener à bien cette activité-là. Mais le choix qui se porte sur notre structure, Barry le disait, c'est une radio avec, par et pour les autres. Et je pense que le choix d'AZ Media vraiment met en exergue cette approche-là que je tiens grandement à souligner. Donc, vraiment, je vous remercie. Je ne vais pas prendre plus de temps qu'il n'en faut. Je pense qu'on est déjà outre le temps imparti. Et je vous invite tous à aller faire un tour sur le site de la radio pour vous acquérir un peu de ce qui vous attend par la suite. Merci bien. Merci bien, Madame Diaye, vous qui êtes une jeune entrepreneur et qui menez ce projet. Je dois signaler pour l'ensemble de l'audience, d'ailleurs, qu'AZ Media a lancé le 31 mai sur sa page Facebook un concours justement de jeunes talents pour venir recueillir les productions des jeunes talents qui existent dans le Sahel, et il y en a de très nombreux, et ainsi contribuer au développement, n'est-ce pas, de l'hymne de la radio. C'est également une des activités que vous menez. Je crois que le concours, Madame Diaye, il est ouvert encore quelques jours. C'est ça, il est ouvert encore quelques jours sur Facebook. Il reste encore 9 jours. Donc, pour ceux qui sont intéressés, les artistes qui sont originaires de l'un des 5 pays du G5 Sahel, vous pouvez toujours, à travers notamment ces outils numériques-là, nous faire parvenir votre vidéo et pourquoi pas être sélectionné pour participer à la co-création de l'hymne de la radio. Merci Barry pour ce partage d'informations. Merci bien. Et le numérique, là, nous offre justement l'opportunité des ponts avec les diasporas. Merci bien. Nathalie, je te cède donc la parole et nous sommes à la disposition des participants. Merci. Merci beaucoup, André. Effectivement, nous sommes à votre disposition, les participants. Nous avons recueilli des questions dans la zone questions et réponses de Zoom. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Stéphane, tu me disais que M. Monceau voulait répondre à une question en live, en direct. Oui, je vois qu'il s'est manifesté pour une question de Mme Élisée Dichard et qu'il voulait apporter une réponse à ce sujet. Je le vois dans le fil. Hein. Monsieur Monceau, si vous nous entendez. Alors, on ne voit pas s'afficher M. Monceau. Donc, ce que je propose, c'est s'il y a des des demandes de parole en direct, s'il vous plaît, activez la demande comme telle en levant la main. Et sinon, on va attendre un petit peu pour voir s'il y a des personnes qui se manifestent pour poser une question en direct. Ok, j'en vois pas. Donc, je vous informe que toutes vos questions seront prises en compte. Elles ont été classées, répertoriées donc, dans la zone questions et réponses. Et vous avez déjà eu d'autres réponses dans le fil de discussion. Nous allons poursuivre les échanges à travers ces questions, à travers les mails de contact qui sont dans le programme. Donc, vous recevrez une réponse à vos interrogations. Je vois qu'il est 17h39 et donc
Nous sommes encore 47 participants et je voudrais absolument passer la parole pour les mots de conclusion à Madame Koala Kaboré, Aline Koala Kaboré. Est-ce que vous êtes en ligne? Est-ce que vous pouvez activer votre caméra, Madame, pour les mots de conclusion? Alors là, c'est Monsieur Monceau et est-ce que Madame... Est-ce que la personne... Madame... Alors, en attendant, la personne qui va nous faire le mot de conclusion, Monsieur Monceau, intervenez, n'hésitez pas, allez-y. Je coupe mon micro et vous laisse répondre à la question citée précédemment. Alors, je suis désolé, Nathalie, mais là, j'étais interrompu et je n'ai pas entendu la question. C'était une question dans le chat et vous avez manifesté. Ah oui, d'accord. Ok, très bien. Alors, je vois. Alors, je retourne vers la question dans le chat. Je pensais en fait y répondre là directement. Alors, voilà, c'est cette dame du Bénin, Madame Dicharé, du laboratoire d'innovation sociale, qui demande comment collaborer avec l'OIF pour le déploiement des formations. En fait, nous procédons par appel d'offres pour ces formations. Un premier appel d'offres a été développé au début de cette année, entre janvier et le début du mois de mars. C'est un appel d'offres qui est donc clôturé, qui est terminé, qui nous permet de lancer un premier ensemble de formations, notamment dans les 5 pays du Sahel. Un deuxième appel d'offres devrait intervenir probablement à la mi-septembre. Alors, je vous suggère simplement de vérifier régulièrement sur le site de l'OIF par rapport à cette information-là, ou de nous écrire au sein de la direction de la francophonie économique et numérique, et nous penserons bien à vous transmettre directement cet appel d'offres, ainsi que nous le faisons pour un grand nombre d'acteurs avec lesquels nous travaillons, donc probablement à la mi-septembre. Et vous pouvez nous écrire peut-être Trésor, si tu veux indiquer une adresse dans le fil de la discussion, la tienne, celle de Stéphane, qui permettent à Madame Dicharé ou à toute personne qui se trouverait dans la même situation parmi celles qui nous suivent de pouvoir entrer en communication avec nous sur ce plan. Merci beaucoup. Merci pour cette réponse. Monsieur Monceau, nous allons passer à la conclusion avec Aline Koala Kaboré. Est-ce que vous pouvez activer votre... C'est activé, c'est bon? C'est bon, ça y est. Sur mon écran, c'est bon. Merci, Madame la directrice. Merci d'être parmi nous pour ces mots de conclusion. Vous êtes la directrice de la radio Jeunesse Sahel. Vous êtes une femme de lettres et professeure de lettres modernes de formation. Vous avez été directrice de la télévision nationale du Burkina, secrétaire générale du Conseil supérieur de la communication, ancienne directrice du livre et de la promotion. On voit que les métiers de la communication et des médias vous sont très familiers, mais vous avez été aussi ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, députée à l'Assemblée nationale, ambassadrice du Burkina Faso au Sénégal, en Mauritanie, au Cap-Vert, en Guinée-Bissau et en Gambie. Alors, merci beaucoup de votre disponibilité, mesdames, et on vous laisse les mots de conclusion. Merci bien, Madame Anemane Méjean. Et bonjour à toutes et à tous. Disons, bon après-midi maintenant. J'ai l'honneur de tirer les grandes lignes indices de conclusion de cet important atelier. Et au nom de tous, nous allons remercier tous les intervenants pour la qualité des différents exposés que nous venons de suivre, de même que l'initiative d'un tel atelier qui vient à point nommé.
c'est l'agenda 2063 de l'Union africaine qui va s'en réjouir, car cet atelier il vient comme un appel au Forum ministériel africain sur l'intégration des TIC dans l'éducation et la formation pour développer les compétences du XXIe siècle, promouvoir la société de la connaissance et atteindre l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le thème de ce forum ministériel était justement compétences et entreprises des jeunes à l'ère du numérique. Vous comprendrez donc l'enjeu majeur de cet atelier qui pose la problématique de comment le numérique, à travers les nombreuses opportunités qu'il offre et la transformation évidente qu'il impulse à nos sociétés, peut contribuer à l'insertion professionnelle des jeunes en entreprise et aussi à l'entrepreneuriat, car il participe à la réduction du chômage. Et toutes les initiatives ont été pertinentes, toutes les interventions, disons, ont été pertinentes et ont relevé le fait que le numérique et l'emploi des jeunes dans le Sahel est un sujet d'une importance cruciale pour la région et donc pour tous les membres de l'Alliance Sahel qui développent divers programmes dans la zone et représentés ici par le groupe de travail secteur privé. Il est important aussi de noter que la question de la formation a été particulièrement traitée dans le cadre d'un tel groupe de travail, c'est-à-dire en lien avec les enjeux du développement du secteur privé. En effet, sur le terrain, comme l'ont abordé certains intervenants, les entreprises recherchent certaines compétences numériques et cela est un facteur d'incitation pour les jeunes à la formation dans les métiers du numérique, mais aussi dans la création d'entreprises. Et nous avons l'exemple ici de Yulcom, de Babakou, Kabakou au Mali, et aussi de AZ Media, qui sont des exemples de jeunes entrepreneurs et qui prospèrent dans le numérique, dans les métiers du numérique et qui sont encouragés. Et c'est en cela que nous apprécions la dimension pratique de cet atelier qui a également présenté des solutions déjà à l'œuvre ou sur le point de l'être à travers le projet Déclic de l'OIF, qui est Formez-vous au numérique, Radio Jeunesse Sahel, que je ne cite plus, ou les initiatives du groupe digital des Nations Unies de Bruxelles. Et tous ces projets et ces initiatives qui renforcent l'action de l'Alliance Sahel en faveur des jeunes et du secteur privé représentent des opportunités supplémentaires et sont les bienvenus compte tenu de la situation difficile que connaît la région du Sahel. Et cette situation a été bien relevée ici. Et les différentes interventions, surtout à l'introduction, en ont fait cas. Nous saluons donc la pertinence de cet atelier qui doit être un tremplin pour jeter les bases du développement de collaboration et de partenariat autour des actions concrètes évoquées ici ou d'autres actions en lien avec les enjeux qui ont été soulignés. Aussi, nous saluons et appuyons fermement le projet du groupe de travail secteur privé de l'Alliance Sahel qui a l'intention d'élaborer une cartographie des différentes initiatives et projets qui peuvent faciliter justement ces partenariats. Et donc, au nom de tous et de toutes, je vais vous dire merci, grand merci pour la qualité des échanges et merci pour toutes les réflexions pointues et pratiques des fois qui ont été exposées ici et qui nous ont enrichis mutuellement. Et merci à l'initiative, à l'OIF, Alliance Sahel et tous les partenaires privés qui ont pris part à cet atelier. Merci à Madame Anéman Méjean pour la modération. Merci à tous, Monsieur Barry, Abel, et merci à chacun et à chacune. Et on se donne rendez-vous pour un autre atelier, sinon, ou bien Monsieur Barry. Madame la directrice, ce serait bien que Radio Jeunesse Sahel, justement, puisse rendre dans quelques mois, faire la restitution d'ateliers directement avec les jeunes. Ça pourrait être un beau défi pour vos prochains mois. Encore félicitations. Exact. Merci bien. Merci. Merci beaucoup, Madame. Merci pour ces mots encourageants. Et effectivement, on se joint tous à vous pour féliciter tous les intervenants et la qualité
la qualité des contenus, l'information, le didactique et tout ce que l'on a appris cet après-midi. Alors, bonne continuation à tous, bon après-midi, bonne soirée, et que tout le monde continue à échanger sur les points contacts qui sont marqués sur le programme. Au revoir, merci beaucoup.